Ok BBG, donc là vous avez vu il y a quelques jours, le Sunday Times a lâché un article où en gros il disait que Nike avait décidé de couper son réseau de distribution avec ses retailers pour vendre directement ses produits. En gros ça fait grave parler parce que pour la plupart des shops, Nike représente une grande partie de leurs revenus. Du coup on les imagine mal continuer sans la marque américaine. Par contre pour Nike ça va leur permettre de vraiment avoir la main sur les méthodes de distribution et ça va aussi leur permettre de faire plus de profit parce qu'ils vont supprimer les intermédiaires. Wesh les Belges, on est de retour avec un cours d'économie de la sneakers. Nike, Adidas et toutes les grandes marques, ils ont des magasins dans toutes les grosses agglomérations, là où ils vont toucher un public large et nombreux, sauf qu'ils peuvent pas toucher tout le public. Notamment parce qu'un magasin, ça demande énormément de ressources, des infrastructures, de la logistique, des vendeurs, du matériel et du stock figé, qui ne l'est pas quand les paires sont dans des entrepôts Nike et vendus sur leur site. Face à ces inconvénients-là, y a des magasins retailers qui se sont développés. C'est en gros des shops qui distribuent plein de marques. Le rôle de distributeur, ça existe depuis la nuit des temps, et c'est par exemple ce que faisait Phil Knight avant de créer Nike. Lui, il vendait des paires de Tiger, l'ancêtre de ASICS, aux États-Unis avec sa marque Blue Ribbon Sports. Phil, le jeune businessman, il a acheté une paire à $3.33 directement à la marque japonaise. Ça, c'était le prix d'achat. Et puis ensuite, il la revendait à $6,95. Ça, c'est le prix de vente. Et du coup, lui, il vendait ses produits avec un coefficient multiplicateur de 2,09. En gros, c'était supérieur à 2, si vous voulez. Ça lui permettait de dégager une marge de $3,62 par paire. Soyez pas choqués, mais c'est normal que les paires étaient seulement à $7, puisque en gros, le dollar d'aujourd'hui et le dollar à l'époque, ça valait pas la même chose, c'était à 50 ans. Et depuis, il y a eu l'inflation. Aujourd'hui, entre Nike et ses retailers, ça marche toujours pareil. La marque au Swoosh, elle distribue ses produits en gros, et du coup, ils les vendent moins cher que lorsqu'ils les vendent directement en magasin. Sinon, les revendeurs pourraient pas gagner leur vie. Tous les retailers ont pas la même force de vente, donc les prix distributeurs, ils fluctuent. Un magasin indépendant qui vend 1000 paires par an, il paiera plus cher ses paires à l'unité qu'un Snipes qui est une chaîne mondiale et qui vend des millions de produits chaque année. Mais on peut dire de manière générale que le coefficient de vente pour les revendeurs, il est autour de 2. Et du coup, si Nike vend directement une paire à 100 € à un client, elle gagnera 90 €. Le coût de production reste de 10 €, ils le vendent directement à 100 € au client, donc ils gagnent 90 € directement. Et 90 €, c'est plus que les 40 € qu'ils gagnent avec le retailer. La marque a fixé un prix de vente conseillé, mais pas un prix de vente maximum. Du coup, ça donne parfois des situations assez marrantes où il y a des sites comme Enclosing par exemple qui vendent des Yeezy plus cher que ce que les vend Adidas. Et ils ont le droit de faire ça puisqu'en gros le produit leur appartient et ils gèrent aussi par exemple la mise en solde des produits. Pour ceux qui se posent la question, qui aimeraient ouvrir un magasin demain, etc. En gros, pour devenir revendeur officiel, il faut avoir un compte chez la marque. Ça a jamais été facile d'avoir un compte, mais ces dernières années, c'est devenu presque impossible. Pour être compétitif entre eux et face aux magasins qui cherchent de plus en plus à vendre leurs produits sur internet, les shops ils sont obligés de se démarquer, créer des produits exclusifs, faire des événements ou encore participer à des événements. Voilà, mais c'est la fin de ce cours d'économie de sneakers. On reprend la story. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais quand tu regardes les derniers moves de Nike, on peut fortement penser qu'on se dirige vers cette direction-là. Par exemple, en 2017, ils ont lancé le plan consumer qui a en fait pour but d'améliorer la relation directe entre Nike et ses clients. Ensuite, ça devient de plus en plus difficile pour les retailers d'ouvrir des comptes vendeurs chez Nike. Donc en gros, quand tu ouvres un shop et que tu veux vendre des produits d'une marque, tu es obligé d'avoir un compte chez cette marque-là. Et là, c'est devenu quasiment impossible d'ouvrir un compte chez Nike. Ensuite, tu as l'application Sneakers qui existe depuis 2 ans maintenant, qui déjà te permet d'acheter des produits sur la plateforme. En plus de ça, ça leur permet d'expérimenter des systèmes de drop, que ce soit en cherchant des indices sur le site avec les drops surprises ou encore avec l'événement qu'ils ont organisé pour les 2 ans de l'application. Où bien sûr, on était présent comme d'habitude. Et pour finir, Nike a fait l'acquisition de 2 sociétés. La première, Zodiac, qui fait de l'analyse prédictive. En gros, l'application elle est censée les aider à mieux analyser le marché, les habitudes d'achat de leurs clients et comment gérer leur stock. Et la deuxième, c'est Tally. En gros, Tally, c'est un média qui propose du contenu sur des événements sportifs et on pense que Nike va utiliser cette plateforme-là pour promouvoir leurs produits. Donc si la news s'avère vraie, quel impact ça va avoir sur le sneaker game, que ce soit au niveau des retailers ou des resellers? Qu'est-ce que ça va changer pour Nike et qu'est-ce que ça va changer pour les consommateurs? Donc vous aussi répondez dans les commentaires, partagez, likez, envoyez du love. On est ensemble, banks. Ça fait un moment déjà qu'ils ferment beaucoup de comptes et je me souviens que je crois que ces premiers stores aux États-Unis l'année dernière, ils se sont fait fermer leur compte Nike à cause de trop de backdoor. Le patron du magasin, il a carrément pris la décision de fermer le shop le lendemain où on lui a fermé le compte Nike parce qu'il a dit c'est ce qui tire nos magasins. Je pense qu'aujourd'hui, tu as un magasin indé en province par exemple, ton business il est beaucoup tiré par Yeezy et par les releases de Nike, que ce soit les trucs très chauds genre Travis Scott, mais même 270 avec une grosse campagne de pub derrière ou un truc comme ça, tu fais du chiffre grâce à ça. Ça va être relou pour eux. D'un autre côté, ça va un peu plus, je pense, donner la chance à tout le monde d'avoir le produit si c'est via Nike, via les applications par exemple, si c'est pas cheaté. Après, c'est logique d'un point de vue de Nike parce que quand Nike il vend à un shop indé, il la vend à moins 50%. Les 50% qu'il perd, c'est de la marge pure, que du bénéfice, c'est que du profit, tu vois. Quand t'as un produit chez Nike, il est vendu par exemple à Travis Scott 250 €. Je pense 50 € c'est la TVA, donc il te reste 100 balles et Nike il te vend la paire 110, 120 €. Non, chez Nike t'as une marge de 40%, pas plus. C'est 1,8 le coefficient. Même si tu faisais que 30 € sur la paire de Travis, les gens l'achèteraient parce qu'ils savent qu'ils la mettent dans leur magasin instant sold out.
C'est un des seuls, par rapport à Adidas par exemple, c'est un des seuls fournisseurs qui fait pas de remise suivant les volumes. Tu Clocker, Snipes, JD, tout ça, je pense que c'est différent. Mais si t'es un indé, moi j'ai bossé dans des shops qui étaient des très gros comptes France ou des très gros comptes Paris. Chez Adidas, t'as des vrais discounts de 20% et des vraies conditions financières pour te reprendre des invendus, tout comme ça. Chez Nike, c'est walou. Alors que chez Nike, on était très très gros comptes au niveau papier, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des gros produits, mais en GR, c'était un des plus gros vendeurs de France et t'as zéro réduction, t'allumes comme un jompi et si tu veux pas, tu sors. Et ça se met dans leur politique aujourd'hui de fermer tous les comptes. Tu vois, ils ferment les comptes à Tchalarigo. Parce que ça veut dire, du coup, toutes les paires Nike, elles vont être vendues au Nike Store ou sur le site. Ouais. C'est ça? Ouais. Ou est-ce que, Nike, ils vont, au début, ils vont pas être un peu perdants? Moi j'ai toujours pensé qu'une marque par défaut c'était pas cool, tu vois. C'est toujours soit ceux qui consomment la marque, soit les acteurs qui sont dans le circuit qui rendent la marque cool. À mon avis, Nike va jamais se passer des Kiss, des SNS, tu vois. Les petits resellers ils vont les niquer, mais ils vont garder ces mecs là parce que genre c'est des mecs qui créent aussi des tendances, tu vois. Quand tu t'associes à Kiss par exemple, c'est bien parce que Kiss ils vendent ton produit, mais c'est bien aussi parce que tu prends du rayonnement parce que la marque est cool et tu vois. Les grosses marques comme Nike et tout, elles ont besoin de ça. Forcément elles veulent augmenter leur profit et tout, mais d'un autre côté, je pense que leur taf c'était de créer des produits qui étaient hyper lourds, tu vois. Et comme ils créent des produits lourds, c'est des produits que tu donnes à un distributeur et que le distributeur il vend facilement, mais il le vend facilement parce que toi t'as fait le taf pour qu'il soit lourd. Et là ça fait un moment que genre Nike ils mettent la pression à tous les retailers pour qu'ils taffent leur com sur les réseaux sociaux, pour qu'ils créent des expériences et tout, et ils vont nettoyer tous ceux qui font pas de storytelling. En plus là c'est cool que Ben il soit là, il a créé une marque par rapport à sa boutique et tu fais vivre ta boutique à côté de ça, tu vois. Ce qui fait la différence entre un Kiss et un retailer normal, c'est juste que Kiss il fait des vêtements et que du coup sa marque il la travaille vraiment et que ça arrange Nike. Mais les autres retailers ils font pas toujours le taf de créer des trucs qui arrangent Nike, tu vois. Donc forcément eux ils vont pas te donner du pain gratuit pendant éternellement, alors qu'ils savent qu'ils peuvent couper le circuit et prendre de l'argent, tu vois. Même si moi j'espère qu'il va y avoir pendant longtemps des retailers. Quand tu regardes la map globale, tu te dis ouais c'est logique que Nike fasse ça parce qu'au final tous ces retailers là qui font pas d'activation, qui rendent pas cool les produits, Ouais, en vrai, qui, tu vois, profitent juste du en fait fait, ils qu'ils profitent du qu'ils puissent vendre le produit et faire facilement, leur tu vois. marque. Genre Nike quand ils sortent la React 270, ils appellent tous les médias, ils appellent tout le monde pour étendre leur storytelling et tout, tu vois. Et au final ça profite à qui? Ça profite aux retailers qui a pas besoin de faire de com, tu vois. Moi je me dis, Nike ils sont tellement forts en com qu'ils ont été capables de, pour mettre un coup de pression justement, d'envoyer ce courrier là au Times pour que l'article il soit fait, tu vois. On a même des potes qui ont des magasins et tu vois qui arrivent pas à avoir des comptes Nike et ils nous disent clairement, genre Nike ils arrivent, ils disent ouais vous faites quoi? Genre vous êtes forts sur les réseaux sociaux, vous êtes trucs, qu'est-ce qui se passe? Et s'il y a rien, bah ils te donnent pas le compte. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin que toi tu tires Nike vers le haut parce que si t'es juste là pour prendre un cut, ça sert à rien. Justement l'image et tout c'est dans l'ADN de la marque. Genre ils ont toujours une com balèze etc basée sur l'histoire. Je pense que pendant longtemps ils ont laissé le truc couler mais sur le long terme tu peux pas non plus genre vendre une image etc et laisser les autres genre faire tout et n'importe quoi avec tes produits et pas suivre ta ligne directrice quoi. Quand tu compares les retailers aux resellers qui se sont professionnalisés, pense à Ben, Larry, tout ça, les mecs ils pensent à créer des produits et à créer des expériences. Et t'as des retailers normaux qui pensent pas à faire ça, tu vois. Et on dirait que genre les resellers qui sont professionnalisés, leur seule option c'est de dire ouais vas-y il faut faire des trucs pour que ce soit cool, puisque de base le resell c'est un truc pas qui énerve les gens, mais tu vois, c'est pas un truc qui a une bonne image, tu vois. Du coup, eux, ils taffent l'expérience. Mais il faut que les retailers de base, ils taffent ça, tu vois. J'avais pas réfléchi sous cet angle-là, mais je pense que Nike va jamais se passer déjà des très gros comme Foot Locker. Alors, je sais pas si on peut considérer JD et tout ça comme gros, mais par exemple les Champs, les trucs comme ça aux US. Mais surtout, Foot Locker, par exemple, avec par exemple la TN, je pense que c'est des boîtes qui sont même connectées. On le saura sûrement jamais, mais tu vois, les HOH, c'est un peu des corners Jordan chez Foot Locker. Je peux pas enlever de ces boîtes-là Nike. C'est impossible. Maintenant, il y a un deuxième truc, c'est qu'il y a de plus en plus de factories qui ouvrent en France. Et les factories sont de plus en plus considérées comme des magasins Nike. Là, récemment, tous les factories, ils ferment pendant 2-3 mois, ils se réouvrent. C'est plus vraiment des magasins d'usine, c'est plus brandé comme des magasins Nike. Les vendeurs sont brandés, les shops sont plus clean. Tu vois de plus en plus de produits au retail qui arrivent. Et je pense aussi que, comme disait Sean, c'est compliqué de se déconnecter des shops pour une question, par exemple, de collab. Nike reprend de plus en plus de collab. À l'époque, Nike était en froid avec Soulbox. Et c'est le moment où Soulbox était le shop le plus cool du monde. Et Soulbox, en fait, a fait des collabs avec tout le monde et a fait monter beaucoup de marques comme ASICS avant Kiss, avant Ronifig. Et je pense que Nike a pas surfé sur ce truc-là parce qu'ils étaient en froid. Ils étaient clairement en froid. Et il n'y avait pas de Nike chez Soulbox parce que ils s'entendaient pas, quoi. Et résultat, ça a fait monter beaucoup de petites queumards. Reebok, par exemple, pas des petites queumards, mais ouais. Reebok a beaucoup surfé dessus. ASICS a beaucoup surfé dessus. Et résultat, là, c'est qu'un shop. Mais si demain, t'as tous les shops, voilà, comme tu disais, comme Kiss, comme Colette, par exemple, ou quoi que ce soit, si personne fait de collab avec Nike, il va y avoir un problème, tu vois. Franchement, je me demande comment, genre, ce système-là, il a pu fonctionner pendant toutes ces années.
années. Il y a peut-être 15 ans, il n'y avait pas de Nike Store à Paris. 10 ans, je me trompe peut-être, mais moi je me souviens de l'ouverture du Nike Store à Châtelet. Il me semble que c'était un des premiers avec le Champs-Élysées. Il y a 6 ou 7 ans, il y avait pas le Nike Store était inexistant. Le online, ça fait pas longtemps que le online il s'est affilié avec les blogs pour pousser les produits, faire des campagnes de pub avec les blogs et compagnie. Mais il y a 7 ans, tu pouvais pas faire ça, tu vois. Moi je me souviens quand on a commencé Dream Sneakers, Nike ils calculaient pas. Et à un moment ils t'ont calculé en disant salut, on peut prendre des encarts pub, on peut parler de tel produit, on va avoir des bureaux de presse qui te contactent et tout ça, tu vois. 2012, il y avait pas ça. C'était le début de ça, tu vois. C'est de l'arrivée des blogs vraiment en puissance, un peu comme il y avait à l'époque Sneaker Addict, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, Nike, il est présent. Quand ils ont fait les pulses, c'était les bons de réduction de moins 20%. Ils ont habitué tout le monde à aller chez Nike pour les moins 20%. Ça a tué tous les indés. Ça a tué beaucoup d'indés. Moi, je connais des mecs qui avaient même pas payé leur facture parce que quand il y avait une Libron qui sortait à 190€, Nike, il enlevait moins 20% et il te tue. Alors que, en plus de ça, Nike, ils vendent peut-être sans TVA parce qu'ils t'envoient de Hollande. En plus de ça, c'est son profit bénéfice. C'est mieux de vendre à moins 20% sur son site en ligne qu'en physique, tu vois, je veux dire. Il a tué beaucoup d'indés comme ça. C'est dans la logique constructive, tu vois. Là, ils vendent online. T'as pas besoin d'avoir de magasin à côté de chez toi. Ça me fait chier de parler de ça en vidéo et de tenir le discours, ouais, c'est logique qu'ils fassent ça. Parce que moi, je suis grave pour la création d'indés. Et je trouve même, tu vois, ce qui manque en France dans le game, je trouve que les mecs qui tiennent des shops, ils font pas assez de création, tu vois. Ils font pas assez de création de produits. Ils font pas assez d'événements, tu vois. Genre, les événements, c'est toujours, venez, on va, on boit de la bière et on mange des cupcakes, tu vois. Alors qu'ils pourraient faire, tu sais, des activations cool autour des collaborations, des produits et tout. Et je trouve que c'est chiant, tu vois. Tu vends ta paire de Jordan toute l'année, tu vois. Tu mets tes paires de Jordan de côté aux gars, tu arranges tes gars, c'est tes clients, tu vois. Mais le jour où il y a un coupon avec moins 5% chez Foot Locker, les gars, ils vont passer devant ton shop ou ils vont faire un détour sans même te regarder et ils vont aller acheter la paire 5% moins chez Foot Locker. Il y a une réalité économique. Moi, je connais des mecs où il y a des sorties de Jordan des fois, où ils ont commandé 200 paires parce qu'ils se disent, vas-y, nous, on vend toujours les 200 paires. Et si ce week-end-là, il y a un bon de réduction de 10% chez Foot Locker pour une raison X ou Y parce que c'est avant les soldes ou quoi, frérot, tu manges tes 200 paires et 200 paires à 100 balles à l'achat, c'est beaucoup d'argent, tu vois. Ouais, mais tu peux pas faire ça parce que à côté, tu crées pas de ça. De un, tu crées pas de vêtements et par exemple, Foot Locker, ils ont été très gentils ou très stupides pendant des années de pas faire de vêtements. Par exemple, ils ont pas fait de textile, ce qui fait que là, la marque Locker, personne te dit que Foot Locker c'est cool. Bien sûr. Là où un indépendant, il peut créer sa marque, rendre cool en termes d'expérience et vendre un sweat et une paire, frérot. Et là encore, on va citer un autre truc, un shop à Guingamp, un shop à Nantes. C'est dans une réalité économique que c'est dur, que tu te demandes comment tu vas payer ton crédit à la fin du mois, tu vois. Et il y a une autre réalité, c'est que par exemple, quand t'es à Guingamp, tu vois, les gens ils pensent tout le temps aux influenceurs de Paname, mais à Guingamp, il y a des influenceurs de Guingamp, frérot, utilise-les. Il y a une boutique à Guingamp, tu vas prendre un panneau publicitaire à Paris pour driver des gens chez Watt. Ça n'a pas de sens. C'est à eux de regarder ce qu'il y a autour d'eux et de faire des activations en fonction de ça, tu vois. Il y a des domaines dans lesquels il n'y avait pas les réseaux sociaux avant, où les gens ont utilisé les réseaux sociaux pour booster de fou leur business. Et par exemple, tu penses à la cuisine, tu regardes comment les chefs ils utilisent Instagram et tout pour booster, parce qu'ils savent que en montrant genre leur création, ça va vendre derrière. Bah ils bombardent, mon gars. Il y a des mecs ils remplissent leur boutique qu'avec ça. Mais il faut juste que tout le monde se réveille et tout le monde utilise ça, tu vois. De plus en plus de monde qui fait ça. Genre, dans tous les domaines. Genre, maintenant, t'as des dentistes qui le font, t'as des fleuristes, t'as vraiment tout le monde. C'est, ouais, faut juste se mettre à la page. Quand t'es consommateur, c'est cool parce que ça va donner. Je pense qu'il y a un vrai problème aussi, c'est les produits qui partent à gauche, tu vois. Là, ça va donner plus de chance à tout le monde d'avoir des produits. Franchement, pour moi, le meilleur mode de distrib, c'est toutes les collabs. Nike, par exemple, site Nike, basta. App Nike, tu vois, application SNKRS, merci, au revoir. Ça, c'est le truc le plus faire. Sauf si eux, ils trichent de leur côté. Mais si Nike ne triche pas, ce que j'ai envie de penser, c'est le meilleur mode de distribution. Donc Nike, ils travaillent sur le truc avec les bots, tu vois. De sûr, ils sont en train de travailler là-dessus, tu vois. On va voir si le système va fonctionner, ce qu'ils vont mettre en place, tu vois. En tout cas, j'espère que les petits retailers vont créer des marques de vêtements ou, je sais pas, développer des trucs, parce que sinon, ça va être dur. Même des concepts sur Instagram, tu vois. Tu vois, il y a eShop, je crois que c'est Corner Street, qui avait fait une espèce de chasse au trésor dans Marseille, tu vois. Ça coûte rien, c'est créatif. Que ce soit pour un drop ou pas, tu peux faire des trucs. Il y avait Exclusive qui avait fait, tu sais, le délire avec... il y a eu la vidéo virale où genre les gens, ils arrivaient pas à faire tomber une paire de vastes sur le dos. Et en gros, ils avaient fait un espèce de concours où genre tu lâchais la paire. Si tu venais en magasin et que t'arrives à faire tomber la paire à l'envers, bah genre tu pouvais repartir avec des paires, tu vois. Quand ils avaient droppé la DBZ, ils avaient créé un merch par rapport à ça. Je trouve c'est cool, moi. Ils avaient aussi fait un concours où genre, tu sais, ils faisaient un espèce de championnat pour devenir genre l'égérie du magasin. Ça crée de l'engouement, du mouvement, du truc, enfin de l'interaction avec la communauté et tout, c'est cool. Moi j'étais grave d'accord avec ce que Sean disait sur le fait de... Non, c'est Ben qui disait ça. En gros de mettre en avant tes vendeurs et en gros que tu les mettes en avant vers les réseaux sociaux, qu'ils soient identifiables. Et je trouve que SNS a bien réussi à le faire, notamment à Paris. Vu que tu les suis sur Instagram, tu vois à chaque fois
les vendeurs qui sont mis en avant. Tu te sens à la maison, mais t'as déjà une proximité avec les vendeurs et l'accueil est déjà plus cool, plus facile. Et je pense du coup aussi que les ventes peuvent être facilitées grâce à ça. Après aussi, par rapport à ce que je te disais, il y a beaucoup trop de shops, encore une fois, qui dorment beaucoup trop et qui se reposent sur des produits, encore une fois, bien brandés par la marque au moment de la sortie, la 270, ou 720, ce genre de produits. Et voilà, et les shops devraient développer beaucoup plus que ce soit photos, vidéos, création et pas simplement se contenter de recevoir des grands mailings de Nike et poster les photos ou les afficher dans leur shop alors que le mec en face il a fait la même chose. Donc là vous avez vu, on a échangé au bureau. Je pense que si cette actu là elle s'avère vraie, ça va forcer les shops à se bouger un petit peu, à créer du contenu, à créer de l'interaction avec leur communauté. Du côté du consommateur, je pense qu'avec l'application Sneaker ça va permettre d'avoir des drops un peu plus fair, que tout le monde pourra avoir sa paire. Après pour son image, on pense que Nike pourra pas se passer de shops comme Kiss, SNS ou encore Soulbox. Est-ce que vous pensez que si ce changement est vrai, est-ce que ça va avoir un impact sur le sneaker game, sur le resale, sur le retail? Likez, partagez, commentez, donnez votre avis. Passez une bonne journée, Méné. On se retrouve demain. Bye banks.